En forêt boréale, les investissements en recherche sont essentiels si on veut maintenir une forêt en santé et le développement de communautés qui s'appuient sur les ressources naturelles. L'identification des besoins de recherche avec ceux qui vivent de la forêt et qu'on appelle les utilisateurs est également essentielle si on veut assurer une gestion qui tient compte de l'ensemble des ressources de la forêt, de la matière ligneuse aux habitats et aux espèces. Au Fonds de la recherche forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous finançons actuellement 26 projets de recherche sur la forêt boréale. Les chercheurs tentent de répondre à des questions et des enjeux d'ordre socio-économique importants pour l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les utilisateurs supportent également les projets de recherche en assurant des aménagements mécanisés que les chercheurs considèrent essentiels à la mise en œuvre des projets de recherche, en réaménageant les plans de coupe, en assurant aux étudiants-chercheurs le coucher dans les camps forestiers et parfois en transportant les appareils de recherche par avion ou par bateau. Parmi les enjeux, il faut trouver de nouvelles manières d'aménager la forêt. Ainsi, trouver de nouvelles façons de couper pour pouvoir permettre la conservation de la faune. Une de ces coupes est la coupe en mosaïque. Actuellement, elle est permise par le règlement sur les normes d'intervention du ministère des Ressources naturelles. L'autre type de coupe est la coupe en mégabloc, qui est une méthode expérimentale. Le Dr Jean Ferron de l'Université du Québec à Rimouski, ainsi que M. Martin-Hugues Saint-Laurent, candidat au doctorat, ont comparé les communautés d'oiseaux et de mammifères d'une forêt qui n'était pas coupée aux oiseaux et aux mammifères de forêts issus de coupes mosaïques et de coupes en mégabloc. Les résultats sont très surprenants. Je vous invite à les écouter. Madame Dillard, Monsieur Bergeron, Mesdames, Messieurs, il me fait plaisir de présenter les résultats donc de l'expérimentation qu'on a faite de nouvelles stratégies de dispersion de coupes dans le domaine de la paissière noire en rapport avec le maintien des communautés d'oiseaux et de mammifères. Donc, juste un bref rappel de l'évolution des structures de forêts résiduelles depuis environ une quinzaine d'années. Au début des années 90, le RNI préconisait l'utilisation de séparateurs de 60 à 100 mètres de large et on n'avait pas testé leur impact sur la faune. Donc, au milieu des années 90, on a, dans un projet expérimental avec la DNEU à ce moment-là, expérimenté des blocs résiduels de 18 à 50 hectares, en plus de vérifier aussi la faune dans les séparateurs. Essentiellement, la conclusion de cette étude-là, c'était que même à 18 à 50 hectares, ce n'était pas suffisant pour la faune et qu'il fallait donc avoir des structures de forêt résiduelles plus étendues. Parallèlement, Bowater, vers le milieu des années 96, a commencé à faire de la coupe en mosaïque. Et je vous signale en passant que tous ces figures-là sont à la même échelle. Et donc, il y a eu Bowater qui a commencé à faire des coupes en mosaïque, où là, il y avait prélèvement de structures d'environ 85 à 100 hectares, et on laissait sur pied des forêts résiduelles de grandeur équivalente. Et finalement, avec Abitibi-Consol, avec le comité de dispersion des coupes, on a décidé de récupérer tout ce qui était séparateur sec dans une aire d'intervention de 2000 à 3000 hectares, et ça représentait 10 pour faire des mégablocs de 200 à 300 hectares. Et donc, le projet, c'est de voir quel impact ça a sur la faune. Oups. Donc, parallèlement aussi à ça, il y a un autre problème, c'est quand est-ce qu'on revient chercher ces blocs résiduels-là? La législation stipule que c'est quand ça atteint 3 mètres de hauteur. Donc, le problème, c'est est-ce qu'à 3 mètres de hauteur, c'est un habitat qui est viable pour soutenir des communautés fauniques représentatives de la paissière noire boréale? Si ce n'est pas le cas, on risque de compromettre tous les efforts de conservation qui ont été préalablement investis. Donc, notre premier objectif, où on compare, c'est de déterminer laquelle des stratégies de dispersion entre la mosaïque et les mégablocs va permettre le maintien de communautés fauniques équivalentes à de la forêt continue. Deuxièmement, on a cherché à déterminer quelles variables d'habitat et du paysage sont structurantes pour l'utilisation de l'habitat par une série d'espèces que je vais vous présenter dans quelques secondes. Et finalement, on a essayé de comparer le potentiel faunique des structures de forêt résiduelles en mosaïque en fonction du temps parce que ça s'est échelonné sur une dizaine d'années, donc ces structures-là. Donc, on avait une brochette de temps, mais aujourd'hui, on ne traitera pas de cet aspect-là. Deuxième objectif, déterminer si les parterres en régénération de 3 mètres de hauteur supportent des communautés fauniques qui sont similaires à de la forêt continue. Et déterminer quelles variables aussi, comme on l'a fait dans l'autre cas, quelles variables d'habitat et de paysage sont structurantes pour l'utilisation de l'habitat par les espèces qu'on étudie.
Un petit mot rapide sur la méthodologie. Je passe rapidement parce qu'on va surtout s'intéresser aux résultats. Notre aire d'étude, c'était la persienne noire boréale au nord du lac Saint-Jean. Je vais essayer de mettre les cartes. Ils n'ont pas l'air. Oui, là. Donc, on a donc travaillé sur des secteurs ici que vous voyez en jaune et en rouge qui appartiennent comme Mme Larouche a dit, donc qui sont exploités par Bowater et Abitibi-Consol. Et dans chacun des cas, on a étudié 5 traitements de vieilles mosaïques qui datent de 96, comme j'ai mentionné tantôt, des nouvelles mosaïques datant de 2001, la régénération de 3 mètres, des mégablocs et des témoins avec 5 réplicas chacun. Et les témoins, je vous signale qu'ils étaient au moins à 1,5 km des bordures pour avoir vraiment un effet de forêt d'intérieur. Et chacun des sites était distant d'au moins 1 km. On a utilisé des modèles de régression multiples avec approche progressive, je ne rentrerai pas dans les détails, pour analyser les résultats. On a travaillé sur l'abondance relative des lièvres, des micro-mammifères, du tétra du Canada et des oiseaux forestiers, à savoir les passereaux et les pics. On a caractérisé l'habitat, on a pris 33 variables de structure et de composition des peuplements forestiers, comme par exemple le couvert latéral que vous voyez en haut à droite, à votre gauche plutôt, là-bas avec le panneau. On a pris des diamètres à hauteur de poitrine, des densités d'arbres, etc. Et on a aussi mesuré 23 variables de configuration du paysage, comme la distance au plus proche plan d'eau, à la coupe, ou le pourcentage de coupe dans un rayon de 500 mètres. Et on a aussi contrôlé l'autocorrélation spatiale. En bon français, c'est la probabilité qu'un site qui est voisin d'un autre influence les mesures qu'on prend sur cette parcelle-là. Et on a utilisé une technique tout à fait nouvelle qui s'appelle des composantes principales de matrice de voisinage qui a été mise au point par M. Legendre. On ne vous expliquera pas ça ce matin, n'ayez crainte. Donc, je vais laisser la parole à Martin Hugues pour présenter les résultats. Je vous reviendrai à la fin. Donc, pour les résultats de mes 2 premiers chapitres de doctorat, un survol quand même relativement rapide. Premier objectif qui traitait de la forêt résiduelle uniquement. L'ensemble des histogrammes que vous allez voir là, dans les prochaines diapos est organisé comme suit, à savoir en jaune, toujours les mosaïques qui ont été isolées en 96 et en orange, les mosaïques qui ont été isolées en 2001. Fait que ça nous permet là, de répondre un peu là, à l'évolution du potentiel faunique des mosaïques à l'intérieur du temps. En rouge, les mégablocs, qui sont des structures 3 fois plus grandes que la mosaïque. Et en vert, là, la forêt continue. Donc, si on veut avoir des approches de dispersion de la forêt résiduelle qui supportent des densités équivalentes à une forêt non perturbée, on devrait toujours se situer au moins à un niveau égal ou supérieur là, à la forêt, à la bande verte, à la forêt témoin. Chaque fois que vous aurez des lettres qui sont identiques, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence significative entre les densités observées. Donc, dans ce cas-ci, peu importe l'année, même s'il n'y a pas eu des analyses là, où on a regardé l'impact des années sur les abondances ou les densités, peu importe l'année, les 3 types de forêts résiduelles supportent des densités équivalentes à la forêt témoin pour le lièvre d'Amérique. J'attire votre attention ici sur un point, c'est que les modèles d'utilisation d'habitat, pour savoir c'est quoi les forces structurantes pour la faune, qui sont présentés ici, vont finir de se préciser d'ici la rédaction du rapport final pour le milieu de l'été. Donc, certains chiffres sont amenés à fluctuer un peu sans que les conclusions pour autant en changent. Là. On est en train de finir l'ajustement des modèles. Mais, si on veut passer à la suite... OK. J'ai passé un petit peu trop vite. OK. Il y a une animation qui ne veut pas fonctionner, mais ça importe peu. Je vais vous les présenter plus tard. On a différents groupes de variables là, qui ont été retenus pour l'ensemble des espèces. Et c'est toujours les mêmes 3 groupes, à savoir la structure et la composition du peuplement forestier. Après ça, la configuration du paysage et finalement, là, les méthodes de CPMV, comme on a vu tout à l'heure, qui se trouvent à être les fluctuations d'abondance à une échelle régionale. La diapo qui refuse actuellement de s'afficher présentait entre autres une chose, et là, vous devrez me croire sur parole, on va le voir plus loin. On explique un bon pourcentage de l'utilisation de l'habitat par les espèces dans la forêt résiduelle. Pour le lièvre, on explique 55 d'utilisation d'habitat. Ça va monter, même en régénération, jusqu'à 90 pour certaines espèces. Mais ce qu'on peut dire pour le lièvre, c'est que les 2 approches de dispersion, mégabloc ou mosaïque, sont équivalentes à la forêt témoin. Donc, on a des densités équivalentes. C'est un bon pas. C'est la première fois qu'on a ça dans des structures résiduelles.
Au niveau de la structure et de la composition des peuplements forestiers, les variables qui sont importantes, là, que nos modèles ont retenues, nous permettent de dire que le lièvre utilise préférentiellement des peuplements matures, mais les plus jeunes parmi les matures, qui offrent une forte surface terrière en sapin, donc, et une strate herbacée peu dense, donc un couvert de protection contre les prédateurs, mais aussi un couvert de fuite contre les prédateurs. Vous allez voir où je veux en venir avec tout ça après. Au niveau du paysage, c'est une espèce associée aux écotones créées par les chemins forestiers, mais il évite les habitats riverains. On travaille actuellement sur l'explication de cet évitement-là des habitats riverains qui pourra être, entre autres, dû à une utilisation plus intensive par les prédateurs. Et la méthode d'évaluation de la spécialisation de nos systèmes nous permet de dire que les fluctuations d'abondance sont surtout à une échelle qui est régionale. Donc, Campagnol adoru de Gapeur, maintenant, on tombe avec les micromammifères, une des bases de la chaîne alimentaire. Je présente seulement cette espèce-ci puisqu'elle représente 97% des captures que nous avons faites dans toutes les espèces. Ce qu'il faut voir, on a des lettres différentes ici. Donc, il y a significativement des densités plus élevées de Campagnol adoru dans les deux types de mosaïques qui ne diffèrent pas entre elles, mais c'est significativement plus important que ce qu'on a dans les mégablocs qui, eux, ne diffèrent pas de la forêt continu témoin. Ce qu'il faut voir, c'est que dans tous les cas, on a des densités supérieures à ce qu'on observe dans la forêt témoin. Donc, ce n'est pas le Campagnol adoru, une espèce qui pourrait être menacée par les approches utilisées ici. Donc, les deux approches sont équivalentes ou supérieures à la forêt témoin, quoique les sites en mosaïque présentent des densités plus importantes. Au niveau de la structure et de la composition, le Campagnol apparaît préférer les habitats qui sont matures et mixtes. Mixte dans la brochette de variabilité, de mixité qu'on est capable d'avoir en composition dans une PCR pure, ainsi qu'une faible surface terrière totale et une bonne proportion de feuillus, encore là, une bonne proportion dans ce qu'on est capable d'avoir dans une PCR pure, et un couvert latéral dense de protection contre les prédateurs. Si on tombe dans le groupe de variables de paysage maintenant, l'abondance du Campagnol est positivement reliée aux bordures de coupe et de plans d'eau, ainsi qu'à de faibles pentes, et les patrons d'abondance sont surtout, encore une fois, régionaux. Pour le tétra du Canada, pas de différence dans les abondances, peu importe l'année, même s'il semble y avoir un mouvement là, de fluctuation d'abondance à l'échelle de toute notre aire d'études à l'intérieur des 3 années. Et donc, les deux approches sont équivalentes à la forêt témoin pour cette espèce-là encore. Le tétra semble préférer les habitats matures qui présentent une forte surface terrière élevée en résineux, donc un couvert de protection, une strate herbacée peu dense pour se déplacer, un couvert vertical élevé pour fuir les prédateurs et une forte densité de jeunes pousses d'épinette noire qui constituent une ressource alimentaire. Maintenant, au niveau du paysage, c'est une espèce qui semble éviter les écotones qui sont générées par les coupes, les plans d'eau et les chemins, et les patrons d'abondance sont surtout retrouvés cette fois-ci à l'échelle du paysage. Tableau relativement drabe, mais vous allez voir, c'est relativement simple encore. Les chiffres en vert, ce n'est qu'une ventilation ici des chiffres en blanc. Donc, on va attirer notre attention principalement sur la moyenne ici de la proportion de variabilité que nos modèles permettent d'expliquer. Donc, c'est quand même intéressant. On explique entre 40 et 72 % de la variabilité dans l'utilisation de l'habitat par les espèces. C'est très important là, comme proportion de variabilité comparativement à plusieurs autres études. Si on regarde maintenant ce qu'il y a dans les carrés bleus ici, c'est donc la proportion de cette variabilité-là qui est expliquée soit par le paysage, donc par le type de configuration de la forêt résiduelle, ou par la structure et la composition de la forêt, et finalement par les mouvements d'espèces à l'échelle du paysage. Ce qui est surtout important dans ce cas-ci, c'est de se rendre compte que c'est la structure et la composition qui est le groupe de variables le plus prépondérant dans l'explication d'utilisation de l'habitat par la faune. Ce que ça veut dire finalement, c'est que ce n'est pas tant pour ces 3 espèces-là comment on laisse la forêt à l'échelle du paysage, mais on ajoute un petit coefficient de difficulté. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on laisse comme forêt à l'échelle du paysage. Donc, il faudra tenir compte peut-être de ça, du moins pour ces 3 espèces-là. Si on regarde maintenant les passereaux forestiers et les pics, il y a autant d'individus en moyenne dans nos stations d'écoute, peu importe le type de traitement, et il y a autant d'espèces par station, là, peu importe les types de traitement. On va pousser nos analyses plus loin dans les prochaines semaines pour savoir si c'est toujours les mêmes espèces. Ça sera à vérifier. Si on regarde maintenant ce qu'on peut appeler l'équilibre des communautés, à savoir la balance du nombre d'individus par espèce, tant en mettant l'emphase sur les espèces qui sont rares ici avec l'indice de Simpson ou les espèces communes avec un autre indice, ce qu'on voit, c'est que les communautés sont significativement moins équilibrées dans la mosaïque que dans la forêt continue. La stratégie de dispersion en mégablocs est une stratégie qui apparaît intermédiaire, là, sans différence ni avec la mosaïque, ni avec les mégablocs. Donc, ni avec la forêt témoin. Donc, on pourrait dire que dans la mosaïque, il y a des espèces d'oiseaux qui sont surreprésentées et d'autres qui sont sous-représentées. C'est le seul point négatif qu'on est capable de relever là-dessus, mais du moins, les espèces sont maintenues à l'échelle du paysage.
Un autre tableau qui peut apparaître relativement effrayant, c'est pour les espèces d'oiseaux, ici, les plus communes là, parmi celles qu'on a rencontrées, là, ceux donc pour lesquels on était capable de performer des analyses statistiques intéressantes. Et vous avez ici encore là nos 4 types de traitements, vieille mosaïque, nouvelle mosaïque, mégabloc et témoin, des abondances ainsi que leur variabilité, leur indice de variabilité. Pourquoi je vous les présente toutes en groupe comme ça? C'est parce qu'il n'y a pas de différence significative pour l'ensemble de ces espèces-là. Donc, toutes ces espèces d'oiseaux-là présentent des densités équivalentes, peu importe la stratégie de dispersion de la forêt résiduelle qui est utilisée. Encore une fois, le fractionnement de variance et sa ventilation, on explique une bonne part de la variabilité, 61 % de la variabilité dans l'utilisation de l'habitat. Donc, on est capable finalement de recréer 61 % des raisons pour lesquelles ces oiseaux-là utilisent les structures résiduelles. Ça varie quand même beaucoup en fonction des espèces, là, de 22 à 76 %. Mais, encore une fois, la proportion de cette variabilité expliquée-là qui est due à nos effets simples nous permet de dire que c'est surtout la structure et la composition de la forêt résiduelle qui est la part la plus importante de la prédiction de l'utilisation de l'habitat, quoique la configuration du paysage là, a gagné un petit peu en importance comparativement à ce qu'on avait pour le lièvre, le tétras et le campagnol. Donc, les deux approches de dispersion sont équivalentes à la forêt témoin pour l'ensemble des espèces qu'on a étudiées. Au niveau des oiseaux, on trouve autant d'espèces et autant d'individus. Reste à savoir si c'est les mêmes espèces, peu importe les 4 types de traitements. Les communautés d'oiseaux sont toutefois davantage équilibrées dans la forêt témoin que dans la mosaïque. C'est le seul point qui peut apparaître négatif. L'utilisation des peuplements varie en fonction des espèces et de leurs besoins spécifiques en habitat. On a essayé de mathématiser un peu ou de décomposer les peuplements forestiers dans lesquels on a travaillé pour les comprendre à travers les yeux des espèces. C'est les modèles qu'on ne vous présente pas aujourd'hui là, parce que ça serait quand même relativement long, mais dans le rapport final, vous aurez accès à cette information-là. Reste que c'est toujours la composition et la structure du peuplement forestier qui est le principal groupe de prédicteurs important. Et au niveau du paysage, c'est quand même important, plus important chez les passereaux là, que chez les autres espèces. Si on jette un œil maintenant au deuxième axe de mon projet de doctorat, on peut voir ici, là, sur le même type de graphique, la forêt témoin, donc non perturbée, est en vert, quoique les couleurs sortent un petit peu mal, et en jaune ici, c'est les parterres en régénération qui ont 3 mètres de hauteur. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a significativement plus d'indices de lièvre, donc significativement plus de lièvre dans la forêt en régénération qui a 3 mètres de hauteur que dans la forêt témoin. Donc, c'est une espèce qui est favorisée par des parterres de ce type-là. Pour le campagnol à dos roux, on a une forte tendance à la baisse ici, qui n'est pas significative en 2003, mais qui l'est en 2004. Donc, on a moins de campagnol à dos roux dans les parterres en régénération que dans la forêt témoin. Ça va être problématique puisque c'est une espèce qui constitue une des plus importantes proies en forêt boréale. Au niveau du tétras du Canada, on n'a pas de différence significative malgré beaucoup de variabilité là, entre ces deux types de milieux-là. Pour les oiseaux, même présentation que tout à l'heure, donc on a significativement plus d'individus par station dans les parterres en régénération, mais on a autant d'espèces. Reste encore une fois à savoir si c'est les mêmes espèces. On pourra pousser plus loin dans les prochains temps. Les communautés, tant en regardant les espèces rares que les espèces communes, sont moins bien équilibrées dans les parterres en régénération que dans la forêt témoin. Ce que ça veut dire, c'est qu'encore là, dans la forêt en régénération qui a atteint 3 mètres de hauteur, on a des espèces qui sont surreprésentées et d'autres qui sont sous-représentées. C'est un point là, qui peut paraître un petit peu problématique plus à long terme, puisque nous, on a fait une étude ici seulement à court terme, en 3 ans. Maintenant, j'ai reventilé un peu les espèces. Vous allez voir, on a 3 tableaux maintenant. Ici, c'est la liste des espèces d'oiseaux pour lesquelles on n'a pas de différence significative. Donc, qui trouvent leur compte en habitat, en matière d'habitat, tant dans la forêt en régénération qui atteint 3 mètres que dans la forêt témoin. Donc, pour lesquels l'application du règlement 75 du RNI, qui dit qu'on peut aller prélever la forêt résiduelle lorsque les parterres en régénération atteignent 3 mètres de hauteur, mais dans leur cas, ce n'est pas problématique. Ce qui est intéressant, c'est que certaines espèces, comme la stèle à poitrine rousse, le troglodyte mignon, qui ont été ciblées comme étant sensibles à la coupe forestière et pouvant même être un peu menacées là, par des structures résiduelles qui étaient de trop faible superficie. Ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on laisse passer un certain temps, que la forêt atteint 3 mètres, ces espèces-là trouvent leur compte tant en régénération que dans la forêt témoin. Il y a d'autres espèces qui, elles, sont favorisées, donc on trouve en plus forte densité dans la forêt en régénération. Ici,
Dans cette liste d'espèces-là, j'attire votre attention sur la paruline à joue grise, la paruline à tête cendrée, le roitelet à couronne rubis. 3 espèces qui étaient déclarées comme étant un peu en tout cas, sensibles à la coupe forestière, aux coupes récentes, et dont le statut était compromis dans le passé, là, dans des séparateurs de 60 à 100 mètres. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que c'est des espèces qui maintenant, dans une forêt de 3 mètres, sont favorisées, même qu'on trouve en plus forte densité que ce qu'on a dans la forêt témoin. Donc pour eux, c'est un gain. Pour nous aussi, dans le maintien de la biodiversité, c'est un gain. Toutefois, la forêt de 3 mètres, ce n'est pas une panacée non plus. Il y a certaines espèces pour qui ça ne répond pas encore à leurs besoins en habitat. On a le grimpero brun et le roitelet à couronne dorée, 2 espèces dont le statut était déjà déclaré compromis en fonction de certaines approches forestières. Mais là, on voit que ici, c'est significativement différent. On trouve moins de ces espèces-là dans les parterres en régénération de 3 mètres. Et pour la mésange à tête brune et le pic à dos rayé, là, anciennement pic tridactyle, ce n'est pas des différences qui sont significatives, mais c'est des très fortes tendances qu'on observe là, qui nous permettent de dire que ces espèces-là tendent à être un petit peu défavorisées là, par des parterres en régénération de 3 mètres. Donc, pour ces espèces-là, récolter la forêt résiduelle de façon en accord avec la loi là, du règlement 75, ça pourrait être un petit peu plus problématique. En conclusion, avec ce survol très rapide de 3 ans de doctorat, on peut dire que les 2 approches de dispersion pour l'objectif 1, là, à savoir la mosaïque et les mégablocs, sont équivalentes, supportent des densités équivalentes ou supérieures à la forêt témoin qui n'a pas été perturbée pour l'ensemble des espèces qu'on a observées. La seule différence étant au niveau de l'équilibre des passereaux forestiers, l'équilibre des communautés. Mais c'est donc 2 approches qui sont équivalentes. On a des densités similaires. Ça va être fonction maintenant, le nombre d'individus sera fonction de la superficie de forêt qui sera laissée sur pied. Donc, dans un processus de prise de décision, à court terme, ce n'est pas le maintien des communautés fauniques qui va décider du choix des 2 approches. Les espèces qu'on a étudiées, nos modèles nous permettent de dire qu'ils répondent différemment à la composition et la structure des peuplements forestiers ainsi qu'à la configuration du paysage. Mais point nouveau et très, très bien marqué dans l'ensemble de notre étude, c'est que la composition et la structure des peuplements forestiers résiduels constituent toujours le principal prédicteur de l'utilisation de l'habitat. Donc, finalement, c'est pas tant comment on laisse la forêt sur pied entre les 2 types d'approches qu'on a utilisées que qu'est-ce qu'on laisse sur pied qui est important. Si on laisse des forêts de densité D dans une pente forte ou si on laisse de la densité B ou A dans une pente faible, c'est pas du tout la même chose pour la faune, même si on laisse la même superficie agencée de la même façon dans le paysage. Ça complexifie un peu la donne, mais dans une optique d'exploitation durable et de maintien de la biodiversité et des communautés fauniques, c'est important. Finalement, la configuration du paysage, c'est quand même pas à jeter au panier. Ça explique davantage de variabilité chez les passereaux que chez les autres groupes d'espèces. Ça peut, entre autres, être expliqué par les grands mouvements annuels que ces espèces-là ont à faire, puisque plusieurs d'entre elles sont des migrateurs néotropicaux, des migrateurs de courte distance. Pour le deuxième objectif, les parterres en régénération de 3 mètres, c'est un habitat de qualité équivalente ou supérieure à la forêt continue pour 84 des espèces qu'on a étudiées, mais ça demeure un habitat défavorable pour 16 des espèces, et non les moindres, à savoir le campanule à dos roux, qui se trouve être une des principales proies, la base de la chaîne alimentaire en forêt boréale, au niveau des vertébrés terrestres, et certaines autres espèces, le pic à dos rayé, grimpero brun, mésange à tête brune, roitelet à couronne dorée, qui sont des espèces associées à la forêt mature et qui, dans un objectif de maintien de la biodiversité, conservation des espèces, pourraient voir leur statut compromis par une application très stricte et rigoureuse du règlement 75 du RNI. Finalement, c'est des habitats, les parterres en régénération de 3 mètres, qui sont très variables, tant en structure et en composition. Je crois vous avoir clairement démontré que la structure et la composition de l'habitat forestier, c'est majeur comme préoccupation pour la faune. Comme c'est des structures qui sont variables, eh bien, il y a des parterres en régénération qui sont plus densément régénérés, qui vont supporter, ou plus complexes en composition forestière, qui vont supporter davantage de faune que d'autres parterres en régénération qui peuvent être plus clairsemés ou avec seulement de l'épinette. Et là, on a une faune associée qui est différente. Donc, il va falloir peut-être un jour moduler là, le règlement 75. Pour l'importance anticipée, je vous laisse avec Jean, titulaire de cette subvention. Donc, rapidement, ce qu'on note d'un point de vue appliqué, on va y aller d'un point de vue appliqué et d'un point de vue fondamental, c'est que les stratégies de dispersion qui ont été étudiées, les mosaïques et les mégablocs, vont supporter des densités fauniques équivalentes à la forêt témoin pour l'ensemble des espèces étudiées, comme vous l'a montré Martin-Hugues. Donc, on est rendu à une échelle de taille de forêt résiduelle qui commence à donner des résultats intéressants par rapport à la forêt témoin. Après ça aussi, le prélèvement des structures de forêt résiduelle, lorsque la régénération adjacente atteint 3 mètres de hauteur, donc l'article 75 du RNI, devrait, selon nous, être modulé
pour ne pas compromettre le maintien de certaines espèces. Martin-Hugues vous a montré qu'il y avait un certain nombre d'entre elles, un certain pourcentage, même faible quand même, mais qui n'étaient pas encore revenus dans le paysage. Donc, il faudrait prioriser la récolte des structures de forêt résiduelles qui sont adjacentes aux parterres en régénération qui sont les plus denses, où là, on retrouve le meilleur retour des espèces. Il faudrait aussi conserver de la forêt mature dans le paysage au cas où le 3 mètres ne suffirait pas. Donc, dans ces forêts matures-là, et je pense que Louis Bélanger va vous parler tantôt de ces forêts-là, c'est important d'en garder dans le paysage. Et il faudrait, ou encore la troisième solution, c'est d'attendre plus longtemps que 3 mètres quand la forêt a atteint 4 ou 5 mètres de haut. D'un point de vue plus fondamental, je pense qu'on a, avec l'approche qui a été mise au point une approche efficace et puissante d'évaluation de l'habitat propre à chacune des espèces des communautés de mammifères et d'oiseaux qu'on a étudiées en PSCA Noir. Cette approche-là, cette façon de modéliser ça, on a vu qu'on expliquait beaucoup de la variabilité pour être exportable vers d'autres types de forêts au Québec. Et ça permet tout ça de mieux relier les notions fondamentales de perturbation, perte d'habitat, fragmentation, avec les considérations appliquées de la sylviculture. Et finalement, on travaille à développer et valider une approche de modélisation qui va permettre de tester l'impact faunique de plans d'aménagement forestier avant de les mettre en pratique. Évidemment, on voudrait remercier le comité scientifique, Louis Imbeau, François Potvin, Daniel Gagnon, et aussi les industriels forestiers, les gens des camps qui nous ont collaboré très étroitement avec nous, les gens aussi, Jacques Bélanger, Paul Patry, Régent Thibault. Support financier aussi, FQRNT, Fonds de la recherche forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Fondation de l'UQAM, parce que c'est un doctorat conjoint UQAR-UQAM. Pour leurs précieux conseils, toute une série de collaborateurs, des gens des ministères, support logistique aussi de l'UQAC et de l'UQAR. Et donc, merci à tous. Et sans oublier, évidemment, tout qui n'aurait pas été capable. Donc, on vous remercie beaucoup. Le Fonds de la recherche forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean a investi jusqu'à 5 millions de dollars en recherche sur la forêt boréale. Le renouvellement de ce financement est essentiel si nous voulons continuer de faire de la recherche sur la forêt boréale.